Je suis membre de l'association Sortir du nucléaire Cornouailles, qui est une association locale. Cette association ne fait plus partie du réseau Sortir du nucléaire à cause des événements qui sont passés à l'AG de février, des événements très graves comme un putsch. Et je suis aussi membre de l'association Rose Class, qui s'occupe des conséquences des anciennes mines d'uranium, qui a eu une vingtaine, qui ont été exploitées en Bretagne. L'association Sortir du nucléaire Cornouailles, elle est particulièrement investie depuis plusieurs années sur la question du démantèlement de la centrale de Brénilis. Donc le démantèlement de la centrale nucléaire de Brénilis est un démantèlement que EDF voulait exemplaire. Il voulait en faire la vitrine. Pourquoi il voulait essayer d'en faire la vitrine? Parce qu'il voulait démontrer qu'il n'y avait aucun souci pour pouvoir notamment renouveler le parc de réacteurs. Seulement un démantèlement de centrales nucléaires, ça pose énormément de problèmes. Et EDF en a rencontré, et de plus, EDF en a rencontré en plus avec nous, car nous avons été vigilants, notamment sur le plan de la démocratie. Et donc le second décret qui autorisait le démantèlement complet a été annulé en Conseil d'État en juin 2007, suite à un recours qu'on avait impulsé. Il a été annulé pour une infraction lourde, c'est-à-dire que EDF et l'État avaient complètement négligé de soumettre le dossier à l'enquête publique. Donc après cette annulation, en 2009, un très très volumineux dossier de 2000 pages a été présenté à l'enquête publique. Son épaisseur pourrait faire croire que le dossier était très sérieux. Il n'en était rien, notamment en ce qui concerne la justification du scénario choisi, qui était un scénario immédiat parce que EDF veut s'empresser de démanteler. Et cette justification de scénario tenait en moins d'une page sur les 2000 pages, alors que c'était la raison importante qu'il fallait être étoffée. Donc cette enquête publique, elle a reçu un avis défavorable de la commission d'enquête. Donc c'était un deuxième revers pour EDF dans ce dossier. La commission d'enquête concluait notamment qu'elle ne voyait pas l'urgence à démanteler un bloc réacteur en l'absence justement de stockage, et elle comprenait très bien que ce n'était pas du tout justifié les raisons d'EDF à démanteler rapidement. Surtout qu'elle mesurait la dangerosité du projet. La cuve du réacteur de Brénilis a une activité fait plusieurs sieverts par heure, donc ça veut dire une dose mortelle en quelques minutes. On aurait pu penser que les autorités acceptent cet avis défavorable, avis défavorable notamment en raison aussi des milliers de signatures qui avaient été recueillies par pétition, et qui demandaient aussi justement d'ouvrir un débat public sur la question du démantèlement. Parce que la question du démantèlement, il faudrait quand même la poser. Il y a 14 démantèlements qui vont démarrer en France. Donc, comment vont-ils se passer? Combien coûte-t-il? Quelle protection pour les travailleurs? Toutes ces questions, les citoyens sont en droit de les avoir. Depuis l'annulation du décret de Brénilis en juin 2007, nous demandons qu'un débat public soit ouvert sur la question du démantèlement. Et c'est pour ça qu'on fait notamment les recours en justice par rapport au décret, c'est pour obtenir ce simple droit de citoyen qui est ouvert par la Convention d'Aarhus. Pour nous, il est très important que les citoyens s'aperçoivent de l'énorme problème insoluble que sont le démantèlement des centrales nucléaires. C'est un problème insoluble en raison tout simplement de la radioactivité qu'il génère. C'est même à se demander, dans certains cas, s'il est judicieux de démanteler et s'il ne serait pas meilleur comme solution de trouver plutôt comment confiner ces installations. En faire ensemble des mausolées dans lesquels on ne pourrait peut-être pas pénétrer dans plusieurs milliers d'années, mais toute la difficulté est aussi de confiner ces installations. Revenons à notre démantèlement de Brénilis, difficile parce que notamment il y a des parties très radioactives comme la cuve de Brénilis, donc qui ont une radioactivité très élevée. C'est une dose mortelle en quelques heures. Dans ces conditions, il n'est pas vraiment facile de démanteler avec une pioche, une pelle ou un marteau-piqueur. Il est évident qu'il faut prendre quelques précautions parce que ce bloc de réacteur est pour le moment enchâssé dans un grand cube de mortier.
Donc des produits, bien sûr, très radioactifs tout autour de la cuve. Ce que je voudrais dire, c'est que cette question de démantèlement, il faut qu'elle soit débattue, il faut qu'elle soit mise devant la place citoyenne pour se rendre compte de l'absence de solution en fait qu'il y a dans ce problème. Puisque de toute façon, la radioactivité, elle ne diminuera qu'au bout de très très longues années. Et que dedans, il y a des produits très très toxiques, que ce soit le césium-137, le cobalt-60, le plutonium surtout. Et ce droit à ouvrir le débat, il est donné aux citoyens par la Convention européenne d'Aarhus sur l'environnement. Cette Convention d'Aarhus, il y a un article très précis qui dit que les citoyens doivent être associés le plus en amont possible, quand toutes les options sont possibles. Et c'est cette Convention d'Aarhus que nous essayons de faire respecter. Le démantèlement des installations nucléaires pose énormément de problèmes. On comprend que ça va être encore plus difficile que pour le fonctionnement, car les travailleurs vont ingérer des particules, parce qu'un démantèlement, comme tout chantier de démantèlement, génère beaucoup de particules. Mais là, elles sont radioactives. Et là, elles risquent d'être ingérées, inhalées, avec les conséquences qu'on aura quelques années plus tard, de cancer ou de maladies diverses qui vont se développer. Des particules qui peuvent bien sûr être ingérées aussi par les travailleurs, mais aussi par la population, de par les rejets qu'elle va générer. Et qui vont être bien sûr bien plus importants qu'en situation de fonctionnement. Et en plus, cela ne résout rien du tout, car vous avez toujours la radioactivité de tous ces matériaux. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne fait que déplacer le problème. C'est très important que les citoyens puissent se rendre compte de ce dossier. Je les invite à aller voir un film de Brigitte Chevet, La centrale nucléaire qui ne voulait pas s'éteindre, qui leur fera comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que ce démantèlement de centrales nucléaires, les difficultés rencontrées dans un tel chantier qui a commencé depuis 1985, donc ça fait donc déjà plus de 25 ans, et qui n'est toujours pas achevé et qui demandera encore certainement de très longues années. Ils n'ont même pas réussi à achever le niveau 2, qui était autorisé par décret de 1996, car au départ, il n'y avait qu'un démantèlement partiel qui était autorisé. Cette phase 2, ils ont rencontré de telles difficultés parce qu'un fût de boue radioactif s'est écrasé dans la station de traitement des effluents, qu'ils ne l'ont pas achevé dans les délais qui leur étaient autorisés. Ils devaient l'achever en 2004, il y a eu une prolongation de décret, et c'était toujours pas achevé quand le second décret a été annulé. Donc ça, c'est pour vous dire un peu les difficultés que rencontrent les démanteleurs dans cette affaire. Sans parler des problèmes de pollution qu'on a soulevés en prélevant des mousses dans le canal de rejet de la centrale. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de produits radioactifs provenant de la centrale, tels que le cobalt-60, le césium-137, l'argent, du plutonium. Dans les analyses que la CRIRAD nous a effectuées et a permis de faire reconnaître cette pollution à EDF. Car cette centrale, elle a énormément rejeté. Elle a rejeté d'autant plus illégalement. Elle n'avait aucune autorisation de rejet. Et du coup, elle a rejeté ce qu'elle a voulu, quoi. Et elle a rejeté des quantités énormes qui étaient plus en tritium, plus que le centre de retraitement de l'Hague, à tel point que le professeur Pellerin, il le déclarait lui-même dans un article de Libération en 87, il a pesé de tout son poids pour fermer cette centrale. Donc ça montre à quel point cette centrale pouvait être polluante. Actuellement, après donc cette annulation de décret en juin 2007, cette enquête défavorable, les autorités ont bien sûr essayé de comme toujours, un peu passer outre. Ils ont en partie tenu compte de l'enquête défavorable dans le nouveau décret qu'ils ont fait paraître, bien sûr, en plein été, le 28 juillet. Mais au lieu de se contenter simplement aux travaux qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir en 1996, bien sûr, ils ont essayé de mettre un bout de ce qui était dans l'enceinte réacteur, c'est-à-dire les échangeurs. Les échangeurs de chaleur, qui sont des grandes bouteilles, que sur tous les autres sites, ils ont stocké sur place. Là, étrangement, ils veulent les découper, sans doute peut-être pour les mettre dans un four comme celui qui a explosé à Marcoule, et pouvoir les faire fondre, mais en les découpant, ils exposent énormément les intervenants parce que dans ces bouteilles, il y a des particules de plutonium. Donc pourquoi ils veulent les découper en morceaux alors que sur tous les autres sites, même à chaud où le démantèlement aussi a commencé, ils ne les découpent pas.
Et surtout pourquoi, alors qu'il y a eu un avis défavorable à cette enquête, on essaye de biaiser et puis de mettre quand même un petit bout du démantèlement complet au cas où personne ne le remarquerait ou au cas où aucune association ne s'opposerait. Mais les associations sont vigilantes et travaillent justement actuellement sur un recours à ce décret, sur cette question de démantèlement. Chantal, comment est-ce que tu analyses cette volonté de l'État à vouloir obligatoirement démanteler les anciennes installations nucléaires? Cette volonté s'explique tout simplement parce qu'ils veulent renouveler le parc de réacteurs nucléaires. Est-ce que tu ne penses pas que l'annonce qu'il y aura la fermeture de Fessenheim à la veille des prochaines présidentielles Oui, et que ce sera peut-être annoncé par le président de la République lui-même ou peut-être même par Nicolas Hulot, rejoignant le président de la République dans sa candidature à la veille des élections, peut-être une semaine avant, pour justement essayer de duper les gens par rapport au renouvellement prévu du parc nucléaire? je suis pas sûre pour tout ce qui est de la prolongation des centrales de plus de 30 ans. EDF, et on a des documents internes à ce sujet, montrent qu'ils ont une volonté très forte de les prolonger jusqu'à 60 ans. Hein. Donc ils veulent réinjecter 650 millions, c'est-à-dire 35 milliards d'euros dedans pour les prolonger. Je crains qu'ils n'annoncent même pas la fermeture de Fessenheim, car je pense qu'ils ont pris l'option de vouloir les prolonger. Je me trompe peut-être, hein, peut-être annonceront-ils, mais je crains que non, parce que actuellement ils ont de telles difficultés dans le chantier EPR, et ils en ont eu depuis le début, qu'ils ont pris depuis plusieurs années l'option de les prolonger. C'est pour ça que je pense qu'il faut lier les deux combats, c'est-à-dire à la fois demander l'arrêt du chantier EPR, qui est une gabegie innommable, et aussi demander la non-prolongation des centrales de plus de 30 ans, car on va aussi gaspiller énormément d'argent, sans parler de la dangerosité à prolonger des centrales qui n'étaient pas conçues pour durer aussi longtemps. Sinon, tu as évoqué le problème donc des mines d'uranium de Bretagne qui ont été fermées. Oui, Et donc, c'est pour ça aussi que tu t'es intéressé à la situation du Niger. oui, pour ce qui est des mines d'uranium de Bretagne, donc on s'est intéressé au problème parce qu'on avait entendu dire qu'en Limousin, la situation n'était pas très reluisante. Et en effet, on a découvert, grâce à des personnes comme André Paris qui sont venus nous voir, que les chemins de certains chemins de randonnée avaient un niveau 20 fois supérieur au niveau naturel et que tout le monde pouvait aller s'y promener. Hein. Et tout le monde, malheureusement, peut continuer à s'y promener malgré nos demandes que ces lieux ne soient plus accessibles au public devant un tel niveau de radioactivité. Je mesure que, en s'intéressant bien sûr aux anciennes mines d'uranium, on s'est intéressé bien sûr à toutes les mines d'uranium dans le monde, parce qu'il n'y a plus d'uranium qui produit en France. Hein, donc l'indépendance énergétique grâce au nucléaire, c'est un mythe. Hein. C'est un mythe parce qu'il n'y a aucune mine d'uranium qui fonctionne en France. La dernière a fermé en 2001. Et donc l'uranium nous vient principalement du Niger. Et vous pensez bien que si on retrouve des problèmes en France sur les anciennes mines, eh ben on en retrouve même de façon multipliée au Niger. Hein. De façon multipliée parce que ce sont des pays qui ont peu de végétation et qui est balayée par les vents. Donc forcément, tous ces résidus miniers ou ce qu'on appelle les stériles, qui sont les extraits miniers qui ne sont pas assez riches en uranium, qui sont laissés, mais qui sont néanmoins très radioactifs, tous ces rebuts sont balayés par les vents et les poussières radioactives déplacées sur des milliers d'années. Et je ne vous parle pas non plus de la situation des eaux, parce que cette industrie minière demande énormément d'eau. Et que cette eau, elle est pompée et elle est bien sûr aussi complètement polluée par l'extraction de l'uranium. Hein. Comme c'est le cas en France dans le Limousin et comme nous n'avons pas encore démontré en Bretagne, mais certainement nous rencontrerons les mêmes problèmes. Et ce qui accroît le problème, c'est qu'il y a une négligence très forte, c'est-à-dire que les autorités
laisse récupérer les ferrailles qui ont servi dans la mine et qui sont donc radioactives. Donc ces ferrailles contaminées sont sur des marchés aux ferrailles au Niger et sont vendues. Il y a bien sûr aussi tous les stériles miniers qu'on laisse récupérer. La CRIRAD avec Bruno Charéron a dû se battre pour faire enlever des stériles miniers qui mettaient un niveau 100 fois le niveau naturel devant l'hôpital construit bien sûr par Areva. Parce que bien sûr il n'est pas question de dire que les mineurs puissent mourir de maladies qui sont dues à l'uranium. Donc on construit l'hôpital pour toujours contrôler l'information. Aucun mineur ne souffre de maladies dues à l'uranium, bien sûr. Je te remercie Chantal, bonne journée. Bonne journée. Merci encore. Au revoir.